Plusieurs centaines de morts en Colombie à la suite d'un double tremblement de terre, des milliers de blessés et de sans-abri. Les Arabes aussi alertent à la marée noire sur les plages du Golfe Persique après le bombardement d'un gisement de pétrole iranien. Pierre Mauroy à nouveau en première ligne, la justice sociale ne sera pas sacrifiée, dit-il, sur l'autel de la rigueur. Et puis pas de match cet après-midi à Monte-Carlo pour cause de pluie, l'occasion pour nous de rendre en image un dernier hommage au roi Borg battu hier par le comte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le bilan du séisme de Popayán dans le sud-ouest de la Colombie s'alourdit d'heure en heure. Ce sont en fait 2 tremblements de terre à quelques heures d'intervalle qui ont ravagé cette ville de 140 000 habitants. Les sauveteurs ont déjà dénombré 500 morts et plus de 2500 blessés. Et la moitié de la ville est rasée. Bernard Marchetti. Le centre de Popayán est presque totalement détruit. 6000 maisons et édifices se sont écroulés dès la première secousse hier matin à l'heure de la messe du jeudi saint. Bilan ce soir, 500 morts, 2500 blessés, près de 100 000 sans-abri et ces chiffres ne sont pas encore définitifs. Dans la nuit dernière, 2 nouvelles secousses de plus faible intensité toutefois ont aggravé encore la situation et semé la panique parmi les sinistrés qui erraient au milieu des ruines. Ce matin, les recherches ont repris dès l'aube. 200 corps ont déjà été dégagés des décombres, 1000 blessés ont été évacués par avion sur les villes les plus proches et jusqu'à la capitale, Bogota, à 600 km au nord. Le pays a mobilisé tous ses moyens de secours, tandis que l'aide internationale, déjà, s'organise. Popayán détruite, vous allez voir ce qu'elle était. Un ensemble harmonieux d'architecture de style colonial espagnol. On l'appelait la Cité Blanche. Elle était pour sa beauté le principal centre touristique de Colombie. Autre catastrophe sans victimes, celle-là une catastrophe écologique dont certains diront qu'elle représente une sorte de retour des choses. C'est en effet le Golfe Persique qui, après la Manche et l'Atlantique, se trouve souillé par une marée noire. Mais elle n'a pas besoin de pétrolier pour transporter le brut. Il arrive directement du gisement à la suite du bombardement par les Irakiens du principal terminal pétrolier iranien de l'île de Karg. Et tous les pays riverains du Golfe sont en alerte. Patrick Esther. Il y a une trentaine de jours, l'aviation irakienne bombardait le champ pétrolifère iranien de Nowruz, au nord du golfe Persique, endommageant des installations offshore. Les missiles irakiens incendiaient 2 têtes de puits ainsi qu'une canalisation à fort débit reliant l'île de Karg. Plus de 100 000 barils de pétrole s'échappaient alors du gisement, créant une vaste marée noire à la surface des eaux du golfe. Problème d'autant plus grave que le golfe est une mer quasiment fermée, au fond très bas. Ce pétrole, d'une qualité très lourde, s'enfonçait rapidement à quelques centimètres de la surface de l'eau, devenant ininflammable et quasiment impossible à arrêter avec les barrages flottants utilisés habituellement. Depuis le bombardement irakien, la nappe de pétrole a dérivé vers le sud du Golfe, couvrant une zone de 50 km de long sur 35 de large. Ce soir, cette marée noire se trouve à 15 km seulement des côtes de l'État de Bahreïn et de Qatar, ainsi que de celles d'Arabie Saoudite. Le Koweït et les Émirats arabes devraient être touchés à leur tour d'ici une semaine. Pour tous ces pays qui produisent leur eau douce à partir de l'eau de mer dans de vastes installations de dessalement, la situation est particulièrement critique. Une situation critique qui a amené l'Iran à contacter dans un premier temps Red Adair, le fameux pompier volant, lui versant pour première provision de frais 40 000 $. C'est lui qui avait étanché la fuite survenue il y a 2 ans sur une plateforme au large du Mexique. Dans un second temps, les pays riverains du Golfe ont sollicité l'aide d'industriels français pour placer des barrages déjà utilisés à l'occasion de la marée noire en Bretagne. Face au péril, la guerre Iran-Irak passe au second plan. Le vice-premier ministre iranien Mirza Taheri a annoncé une réunion d'urgence à Koweït mardi prochain, mettant en présence, ironie, ministres iraniens et irakiens. Les Irakiens pourraient s'engager à ne plus bombarder les installations pétrolières le temps que les travaux de réparation soient effectués. La guerre n'est pas à un paradoxe près. Et les Français viennent de donner leur accord pour apporter au Qatar leur appui scientifique et technique.
La politique maintenant avec deux vérités d'évidence. Ce soir, Gaston Defferre est maire de Marseille et vous voyez, il est bel et bien vivant. Ce n'a pas toujours été si clair pour tout le monde, puisque pendant 2 jours, la folle rumeur de son décès a fait plusieurs fois l'aller-retour Paris-La-Canebière. Et cet après-midi, le ministre de l'Intérieur n'était pas peu fier de montrer aux Marseillais qu'il se portait sinon comme un charme, il sort d'une grippe, mais comme un boulot. Le reportage de cette élection mouvementée à la mairie, Daniel Brem sur place. Brouhaha et éclat de M. Gaudin pour ce premier conseil municipal nouveau style. Madame Rapuzzi, noyée derrière les photographes, eut beaucoup de mal en tant que présidente au bénéfice de l'âge à obtenir le silence. La candidature de M. Defferre, soutenue par les socialistes, les radicaux, les GAM et les communistes, venait d'être annoncée lorsque M. Gaudin prit la parole. Avec moi à l'élection du maire. Avant de vous faire reconnaître si nous présentons un candidat ou pas, je voudrais avoir la possibilité de faire une explication de vote de moins de 5 minutes et je vous en demande de l'autorisation. Je ne peux pas vous donner la parole pour présenter une explication de vote qui serait une forme déguisée de débat alors que la loi l'interdit et qu'à ma connaissance, dans aucune commune de France, de la majorité comme de l'opposition, on respecte la loi. Je note, mademoiselle le président, que vous empêchez l'opposition républicaine UDF et RPR devaient alors quitter la salle, refusant de participer au scrutin. Monsieur Defferre écoutait ensuite avec émotion l'annonce de son élection, pourtant sans surprise. Monsieur Gaston Defferre, ayant obtenu 64 suffrages, c'est-à-dire plus de la majorité absolue du conseil municipal et l'unanimité des votants, je le déclare donc élu au poste de maire de Marseille et je lui demande de venir prendre place à cette tribune. Je conçois que pour certains d'entre eux, en particulier pour celui qui a pris la parole, qui rêvait, qui croyait qu'il allait être élu maire de Marseille, être dans cette salle aujourd'hui, sachant quelle est la majorité et la minorité, qu'il ne soit pas très agréable d'assister à l'élection du maire, il aurait aimé être à cette place, je le comprends, mais ce n'était pas une raison pour autant pour quitter ces lieux. Jean-Claude Gaudin qui a rappelé aujourd'hui qu'il avait obtenu 3000 suffrages de plus que Gaston Defferre à Marseille. Pendant ce temps, le Premier ministre continuait, lui, à l'hôtel Matignon, ses consultations avec les organisations syndicales. Après Force ouvrière, le CNPF, la FEN et la CGC, il recevait aujourd'hui la CFTC, la CGT et la CFDT. Leur réaction. Nous venons de dire au Premier ministre que ces mesures nous paraissaient dangereuses car elles risquaient pratiquement toutes de casser l'activité et d'amorcer une récession, donc d'avoir des conséquences graves sur l'emploi. Et d'autre part, nous avons dit que ces mesures étaient également très mal orientées, dans la mesure où on demande un effort supplémentaire à ceux qui payent déjà des impôts, alors que beaucoup d'autres risquent d'échapper. La discussion longue sur chacun des points évoqués ne nous permet pas de dire, à la sortie de cette rencontre, quelle sera la suite que lui donnera le gouvernement. Nous verrons donc, nous écouterons donc, comme tout le monde, nous prendrons connaissance du discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale qui doit reprendre, nous a-t-il dit, l'ensemble du plan gouvernemental, à la fois financier, mais aussi social et industriel, et nous en tirerons les conclusions. Pour la CFDT, la montée du chômage, c'est aussi grave, au moins aussi grave pour l'avenir de la France que le déficit du commerce extérieur et que l'inflation. Et pour les fédérations CGT de la fonction publique, c'est dès maintenant que se pose la situation du pouvoir d'achat. Avant la reprise de ces consultations, Pierre Mauroy avait clos les premières assises des retraités, personnes âgées. Aujourd'hui, 1er avril, c'est le début de la mise en place de la retraite à 60 ans. Les personnes âgées, a-t-il dit, peuvent se placer au premier rang des gagnants du changement. Et il en a profité pour élargir son propos à son nouveau dispositif de rigueur, en appelant donc les Français au civisme. Tous les Français sans exception doivent prendre conscience de l'importance du combat à mener.
Ainsi que l'a expliqué le président de la République, ces mesures, si elles sont rudes, ne sont toutefois que transitoires. Elles doivent nous aider à passer le creux de la tempête. Il faut donc qu'elles donnent tout leur effet pour réussir. Il faut donc que tous les Français se sentent mobilisés, concernés par cet effort. Le déficit de notre commerce extérieur doit être résorbé d'ici la fin de l'année 84. Cela signifie des efforts importants pour freiner les importations de biens et les sorties de capitaux. Le gouvernement en appelle donc à la vigilance des consommateurs et à l'esprit civique des amoureux de voyage à l'étranger. Qu'ils découvrent cette année notre pays, ses départements et territoires d'outre-mer, ou même tous les pays de la zone française, et qu'ils pensent aussi un peu au fait que la moitié des Français ne prennent pas de vacances. Manu France, à nouveau sous la tente à oxygène. Mercredi prochain, une réunion est prévue entre les banques, les pouvoirs publics et les dirigeants de cette entreprise en déficit et sans trésorerie. Manifestation d'agriculteurs à Lannion dans les Côtes-du-Nord, à Pleyder-Christ dans le Finistère. Là, il s'agit d'aviculteurs qui ont peur pour l'avenir de l'œuf. Et à Quimper, là, il s'agit d'éleveurs de porcs. Ainsi qu'à Brest, il y a eu des problèmes avec les automobilistes. Nous passons à l'étranger avec la pression accentuée de Washington sur Israël. La nuit dernière, en effet, à Los Angeles, le président Reagan a annoncé que la livraison à Jérusalem de 75 bombardiers F-16 ne pourrait avoir lieu comme prévu tant que l'armée israélienne n'aura pas évacué le Liban. Réaction des Israéliens avec notre correspondant Charles Anderlin. Dans les milieux politiques israéliens, c'est l'inquiétude et la colère. Ronald Reagan maintient l'embargo sur les avions F-16 à destination d'Israël, alors que les soviétiques livrent des missiles ultramodernes à la Syrie et que Moscou menace ouvertement Israël. Dans ce contexte, les déclarations du président américain sont regrettables et risquent d'encourager l'URSS à poursuivre sa politique agressive au Proche-Orient. Voilà ce que l'on affirme dans les milieux proches du cabinet Begin. Cela dit, les officiels israéliens n'ont pas apprécié l'utilisation par M. Reagan du terme occupation pour qualifier la présence israélienne au Liban. Ce n'est pas une occupation, disent-ils, puisque Israël est prêt à retirer ses forces du pays des Cèdres dès la conclusion d'un accord. Et toujours de sources gouvernementales, on estime qu'un règlement de la crise libanaise est très proche et que donc les relations avec l'Amérique devraient s'améliorer très bientôt. Toujours en provenance des États-Unis, deux informations. La condamnation à 55 ans de prison du président du syndicat des camionneurs, qui avait tenté de corrompre un sénateur démocrate, ce qui ne devrait d'ailleurs pas empêcher, paraît-il, Roy Williams de rester à la tête de ce syndicat très spécial jusqu'à l'expiration de son mandat. Et puis une légère baisse du chômage. Ce mois-ci, le taux est maintenant de 10,3% par rapport à la population active. Je pense que vous vous souvenez tous du procès du docteur Ogoyar, ce médecin français capturé en Afghanistan et condamné à 8 ans de prison il y a quelques semaines. Eh bien, nous avons retrouvé le guide qui l'accompagnait en Afghanistan au moment de sa capture. On était à découvert dans une plaine quand les hélicoptères soviétiques sont arrivés en Razmot. Ils ont commencé à tirer et à lâcher des commandos. Le docteur Ogoyar était tellement impressionné et fatigué, nous marchions depuis plusieurs jours, qu'il n'a pas compris tout de suite la gravité de la situation. Quand je lui criais de se coucher, il restait debout et inversement. J'ai cru que nous allions mourir, je lui dis adieu et je ne l'ai pas revu. Le docteur Ogoyar savait-il que cette région était particulièrement exposée? Philippe, je l'avais prévenu. Il était de mon devoir de lui demander de calculer les risques qu'il allait prendre. Mais il m'a dit que les dangers ne comptaient pas pour lui. Je crois que le fait de travailler pour l'humanité lui faisait dépasser sa peur. Pourquoi voulait-il aller dans cette région ? Là, il n'y avait pas de médecins et 2 épidémies de méningite et de rougeole faisaient des ravages dans la population de cette zone. Nous y travaillions 24 heures sur 24. Et le jour où ce drame est arrivé, notre équipe a dû pratiquer 128 amputations de membres gelés. 43 diplomates soviétiques seront désormais autorisés en poste à Londres contre 152, 4 fois plus, il y a 10 ans. Hier encore, 2 d'entre eux ont été expulsés pour espionnage. Le journaliste soviétique qui les accompagnait et qui a lui aussi été expulsé a d'abord cru, paraît-il, à un poisson d'avril. La France a elle aussi ses espions. C'est un archiviste d'une société industrielle qui livrait des projets à un attaché commercial qui a été arrêté.
Donc c'est l'archiviste qui a été arrêté bien sûr et écroué à la prison de Meaux. L'évêque de Strasbourg, Monseigneur Elchinger, critique vivement dans un entretien accordé au Figaro Magazine l'Église de France, selon lui plus sociale que pastorale. À force d'adapter l'évangélisation aux différentes catégories sociales, dit-il, nous avons défiguré Dieu. L'Église a rapetissé Dieu. Pour l'heure, le pape célèbre en ce moment la Semaine Sainte. Il y a quelques minutes, un chemin de croix très émouvant. Et puis hier, le traditionnel lavement des pieds du Jeudi Saint. Isabelle Béchner. Hier soir, cité du Vatican, le pape a célébré la messe dans la basilique de Saint-Jean-de-Latran dont il est l'évêque. Jean-Paul II a bien sûr répété les gestes du Christ avant la scène. C'est chaque jeudi saint la cérémonie du lavement des pieds. Pour figurer les apôtres du Christ, 12 adolescents des 5 continents. Un choix symbolique qui pour Jean-Paul II signifiait, je cite, l'ordre nouveau, le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance. Jérusalem, Via Dolorosa, le vendredi saint est marqué aussi au Proche-Orient. La procession particulièrement fervente des catholiques d'Israël et des pèlerins venus dans la ville sainte empruntait un chemin traditionnel. Comme tous les ans le vendredi saint, les fidèles portent des croix dans la Via Dolorosa. Un grave accident de la route hier soir près d'Écouen dans le Val d'Oise. 6 morts, 3 jeunes gens et 3 membres d'une même famille sur la voie centrale d'une route à 3 voies. Encore une fois, attention, tous les spécialistes de la circulation vous le répéteront, le week-end pascal est en général le plus meurtrier. Je vous le disais hier, la chanteuse réaliste Suzy Solidor s'est éteinte à Cagnes-sur-Mer, celle que ses admirateurs avaient surnommée la fille aux cheveux de lin, vit défiler dans son cabaret, le tout Paris des lettres et de la peinture des années folles. Une évocation de Suzy Solidor par Georges Bégout. Suzy Solidor avait jeté l'ancre à Cagnes-sur-Mer. Elle chantait encore entourée de ses souvenirs dans le cabaret qu'elle avait ouvert là-bas il y a 20 ans. Vous vous souvenez sans doute de son plus célèbre refrain, l'Escale. Le ciel est bleu, la mer est verte, laisse un peu la fenêtre ouverte. Le flot qui roule à l'horizon me fait penser à un garçon qui ne croyait ni Dieu ni diable. Je l'ai rencontré vers le nord, un soir d'escale sur un port, dans un bastringue abominable. L'air sentait la sueur et l'alcool, il ne portait pas de faux col, mais un douteux foulard de soie. En entrant, je n'ai vu que lui, et mon cœur en fut ébloui de joie. Une centaine de peintres de l'entre-deux-guerres comme Dufy, Van Dongen, Picabia, Marie Laurencin firent son portrait. Cette collection ira au musée de Cagnes pour perpétuer la mémoire de celle que ses amis appelaient l'Amiral, tant elle avait chanté de chansons de marins. Pour Jean Cocteau, qui la dessina lui aussi, Suzy Solidor, c'était Surcouf. Et voilà un vrai Surcouf. Je devrais dire une vraie Surcouf, car elle est née Surcouf. Pas une fille à matelot, mais une femme matelot. Le ciel est bleu, la mer est verte, laisse un peu la fenêtre ouverte. Son baiser me brûle toujours, et cela ce qu'on dit l'amour. Son bateau mouillé dans la rade, chassant les rêves de la nuit, au petit jour il s'est enfui pour rejoindre ses camarades. Pas de poisson d'avril dans ce journal, on a bien réfléchi, puis après tout, tout le monde en a fait sur l'antenne, alors un léger répit. Pas de poisson d'avril, mais l'extrait d'un sujet assez étonnant que je vous proposerai demain à midi avec toute l'équipe d'À nous deux. C'est un habitant de Rennes qui nous a écrit pour nous faire part de son problème. Je ne dis pas lequel pour garder la surprise pour demain. Et qui au passage a voulu nous faire partager une passion peu commune, les cimetières. Du cimetière considéré comme l'une des formes raffinées de l'hôtellerie. C'est un entretien de Gérard Pabio. Je suis devenu un spécialiste des cimetières, parce que quand nous allons en vacances, on s'arrête dans tous les cimetières où on passe. Vous avez même fait une étude comparative qualité-prix. Je peux vous donner un exemple à ce moment-là. J'ai les tarifs si vous voulez. Je prends les au 1er janvier 81
À Nantes, ça devait être, à l'ancien franc, 177 000 francs à ce moment-là pour 50 ans, alors que Rennes était presque à 500 000 francs, c'est-à-dire 276%. Je peux vous donner également les prix pour Fougères, Dinan, Cesson, Béton. À plus forte raison, pour Rennes, vous êtes imbattable. Alors, au hit parade des cimetières, si l'on peut dire, alors je donnerai à ce cimetière-là 2 étoiles, parce que je trouve que maintenant il est beaucoup plus propre qu'il était il y a 22 ans. Malheureusement, le reproche, c'est que c'est un grand cimetière, d'une part, et qui est très humide. Alors voilà pour moi le cimetière idéal. Donc vous voyez les morts, avec des monuments bien alignés, bien propres, dessus aucun déchet, aucune merde de pigeons ni d'autre chose. Vous voyez les arbres à ce moment-là à droite, à gauche, également bien alignés, donc pas de problème. Moi je classe ce cimetière-là en comparant avec Goemio ou à ce moment-là le guide Michelin. Alors moi je mets à ce cimetière-là un 3 étoiles. Rendez-vous donc à midi avec un ou deux pour le début et la suite de cet étonnant reportage. Sport, Hinault a remporté la dernière étape du Tour du Midi-Pyrénées. C'est quand même Gilbert Duclos-Lassalle qui remporte le Tour. Bernard Hinault qui donnera le départ du Tour d'Amérique vendredi prochain de l'autre côté de l'Atlantique avant de revenir à toute vitesse en France le dimanche pour participer à Paris-Roubaix. Tennis, un seul match ce matin pour les quarts de finale du tournoi de Monte-Carlo. L'Américain Mel Purcell a triomphé en 2-7 de l'Israélien Shlomo Lichtenstein. Mais à Monte-Carlo, on ne pensait aujourd'hui qu'à Borg et à son départ définitif hier à la suite de sa défaite contre Henri Lecomte. Borg, qui nous aura enchantés pendant près de 10 ans, méritait bien l'hommage que lui rend Roger Zabel. Le croiriez-vous, l'atout principal de Björn Borg, c'était, car il faut se soumettre à en parler maintenant à l'imparfait, c'était une concentration à toute épreuve. Et pourtant, lorsque Björn Borg joue ses premiers tournois, à l'âge de 13 ans, c'est un gamin insupportable. Il jette ses raquettes, jure sur le court, jusqu'au jour où les dirigeants de son club le sanctionnent pour mauvaise tenue, et ceci pour 6 mois. Sa mère, impitoyable, enferme ses raquettes dans un placard, et c'est grâce à cette sanction que Björn Borg va devenir le joueur le plus calme, le plus correct et le plus concentré du circuit professionnel. Donc au bout de 6 mois, quand j'ai décidé qu'une bonne fois pour toutes, je n'ouvrirai plus jamais ma bouche sur un court de tennis. Et depuis lors, eh bien, j'ai essayé de bien me conduire sur les cours. Je crois que je l'ai fait. D'ailleurs, c'était une très bonne leçon. Björn Borg surprend en premier lieu par ce revers. Mais quel peut bien être ce joueur qui tient sa raquette à 2 mains, dont le revers passe à 1,50 m au-dessus du filet et rebondit 2 mètres derrière la ligne de fond? Les inconditionnels du tennis académique estiment que c'est une horreur, et pourtant c'est efficace. Le coup droit, ce n'est pas mieux, pensent les adeptes du tennis pur et plat. Ce mouvement déboîterait l'épaule de n'importe quel joueur normalement constitué. Il choque à Roland-Garros, il choque à Wimbledon, mais il gagne. Et pourtant, lui pense qu'à l'époque, il n'a pas véritablement de point fort. Enfin, disons que j'avais un jeu très complet. Je n'avais pas de faiblesse. Je jouais toujours au plus haut niveau. Peu importe le nombre de matchs que j'avais joué dans un tournoi, j'étais toujours à peu près étal. Je n'avais pas véritablement un coup favori, mais disons qu'au cours des 5-6 dernières années, j'avais beaucoup amélioré mon service, ce qui m'a amené à pouvoir gagner Wimbledon. Hier, Björn Borg a joué son dernier échange devant Henri Lecomte. La joie de Lecomte est trop forte, aucun respect pour le plus grand champion de cette décennie qui a sans doute dû se battre lui-même pour laisser sa place à l'homme. Et puis voyez-vous, en jeu à 13, hier, le 13 catalan a pris la tête du championnat de France en battant Avignon par devinez combien, 135-0. C'est pas un poisson d'avril. Pas plus que ne l'est d'ailleurs ce nouveau moyen de locomotion découvert par hasard l'autre jour, dans la rue, pas loin de la rue Cognac-Jet, par notre réalisateur Pierre Lambert.
Ça va vite, hein? Ça va vite, ça dépend. Ça dépend du vent, du revêtement, etc. Mais là, vous alliez vite, là? Ouais, ça va. Il y a un joli petit vent dans le dos. Dommage que ça soit mouillé. Ouais. Mais on arrive à... Je suis arrivé à 70 une fois. Derrière une moto. C'est vraiment le piéton à moteur, là? Piéton à moteur. Alors, qu'est-ce que c'est comme moteur? Faites-moi voir ça. Petit moteur de sulfateuse. Et vous avez mis une hélice sulfater aussi. la vigne. Ouais. Et puis, j'ai vissé une hélice. Ouais. Protection jante de vélo. Ouais. Et puis voilà, une poignée pour s'accrocher. Un peu d'essence et boum, ça démarre. Et c'est pas dangereux? Si, pour les autres, oui. Arigato. Aishitemasu. Vous savez que la vitesse est limitée, là? Oh! Il y a un agent qui est passé, il m'a laissé une contravention pour vous, voilà. Oh, sans blague. Monsieur le préfet de police. De Paris, voilà. De Paris. 20 à l'heure. Voilà, avec Alain Gillot-Pétret, maintenant, la météo pour demain. Eh bien, que d'eau aujourd'hui, que d'eau pour demain. C'est un week-end sous l'eau. Voici la photo satellite d'aujourd'hui. J'ai même eu du mal à tracer les limites de la France tellement il y avait de nuages, je ne retrouvais plus les côtes. Bref, il y avait beaucoup de nuages en France, il y en aura beaucoup demain, c'est ce type de temps que nous aurons, très instable. Je vous confirme ce que je vous disais hier, je vous l'affine même, nous dit la météo nationale. Dimanche après-midi, ça ira nettement mieux, d'ici dimanche, ce sera mauvais, dimanche après-midi, ça s'améliorera, et lundi, nouvelle aggravation. En attendant pour demain, voici la carte, donc sur toute la France, pour des raisons X ou Y trop longues à expliquer, pour toute la France, temps instable, variable, alternance d'éclaircies vraiment très brève et de passages nuageux très abondants, accompagnés de chutes de pluie en plaine, bien sûr, et de neige en montagne sur quasiment tous les massifs. Les températures maintenant, ce seront les mêmes pour tout ce week-end, pendant 2-3 jours, donc minimum 2-3 degrés, minimum du maximum, pardon. Donc minimum du maximum 8 degrés sur le nord-est, maximum 15 degrés à Nice, cela fait de 8 à 10 sur la moitié nord et de 11 à 15 sur la moitié sud, c'est toujours évidemment en dessous des normes saisonnières. Demain c'est le samedi 2 avril, 4 minutes de soleil en plus, levé 7h29, couché 20h21, c'est la Sainte-Sandrine pour ce samedi saint. Enfin, sachez-le, mais nous aurons l'occasion d'en reparler, l'Institut français de météorologie appliquée, compte tenu des mauvaises conditions météo, a décidé exceptionnellement de repousser de 15 jours la date du prochain été pour compenser le printemps tardif. L'été sera donc cette année, exceptionnellement, le 6 juillet. C'est ça. Alors vous qui êtes passionné de météorologie, mon cher Alain Gillot-Pétret, regardez ces phénomènes naturels avec ce réveil de l'Etna en Italie. Des images bien sûr qui se passent de tout commentaire. Si dirigono in linea d'aria verso Nicolosi, ma il paese è ancora a distanza di sicurezza, circa 10 chilometri. Una sbavatura ha comunque tagliato per la terza volta la provinciale, ma in questa direzione il magma non dovrebbe fare molta strada. Nessuno comunque azzarda previsioni. A parte l'imprevedibilità propria dei fenomeni vulcanici, della pericolosità dell'Etna ci si accorge solo quando un'eruzione crea allarmi e preoccupazioni. C'était donc le réveil de l'Etna en Sicile. Voilà, votre prochain rendez-vous avec l'information est à 22h50 avec Claude Sérillon. Demain à 12h45, le journal de 13h sera centré autour de la personnalité de Claude Olivenstein, qui est un spécialiste des affaires de drogue. Nous parlerons en effet de drogue et de problèmes des adolescents, notamment de problèmes de délinquance, avec un reportage de Dan Loustalot, sur une cité de transit à La Courneuve. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Bonne soirée à tous.